Il est l'un des philosophes du politique les plus importants de sa génération. Voilà plus de 40 ans qu'il travaille, interroge, met à l'épreuve le concept de démocratie. Avec lui, nous allons poser des questions essentielles. Peut-on se satisfaire des élections ou bien est-il temps de repenser les modes de participation des citoyens ? Que nous enseigne la crise des Gilets jaunes ? Faut-il se réjouir ou au contraire s'inquiéter de la place que les réseaux sociaux ont pris dans le débat public ? Et même, et surtout, vivons-nous réellement dans une démocratie ? En tête-à-tête avec Bernard Manin, bienvenue dans ce second hors-série de Viens voir les docteurs. Bernard Manin, bonjour. Bonjour Clément. C'est un immense honneur et un privilège et surtout un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous ai même pour l'occasion laissé la place qui d'ordinaire est la mienne. Je vais vous présenter pour les gens qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'Université de New York. En 1995, vous avez publié ce petit livre. Il est petit par la taille, mais grand par l'importance, les principes du gouvernement représentatif. On aura l'occasion d'en parler. Et puis, très récemment, cette année, vous co-dirigez plutôt avec Loïc Blondiot, Le tournant délibératif de la démocratie, aux éditions Presse de Sciences Po, et un livre dans lequel j'ai d'ailleurs l'honneur d'avoir moi-même signé un petit chapitre. Avec vous, Bernard Manin, on va parler de la démocratie. C'est le sujet que vous travaillez, sur lequel vous réfléchissez depuis près de 40 ans, je crois maintenant. Et la première question que j'ai envie de vous poser, elle a l'air simple, elle n'est pas tant que ça. Peut-on dire, d'après vous, que nous vivons, nous, citoyens français, que nous vivons dans une démocratie ? Nous vivons évidemment des temps particuliers ou exceptionnels. Et chacun d'entre nous est conscient et en même temps éprouve que notre système de gouvernement n'opère pas comme il opère d'habitude et non seulement il n'opère pas comme à l'habitude, mais encore nous pouvons avoir avec juste raison l'impression que l'espace de la démocratie s'y rétrécit du fait que un certain nombre de libertés, des libertés aussi simples que la liberté d'aller et de venir, de travailler, ou encore de liberté publique, le droit de la liberté de manifester ses opinions, nous avons le sentiment que ces traits ordinaires et très précieux de notre démocratie sont de quelque façon réduits dans la période précédente. Mais de notre côté, les situations exceptionnelles à laquelle nous nous trouvons confrontés fait jouer des potentialités de la démocratie auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé d'abord. Je ne veux pas dire que nous soyons exceptionnellement en démocratie, mais il y a peut-être une manière démocratique d'affronter les gouvernements de crise ou les situations de crise dans lesquelles des objets de très grande importance sont en jeu. Et je crois que ces éléments démocratiques d'un gouvernement de crise, ces éléments démocratiques tournent autour de la structure de l'affrontement des positions et des raisons et des actions à entreprendre. Alors là, vous parlez du contexte particulier qui est le nôtre, qui est celui d'une crise sanitaire, d'une crise pandémique. On aura l'occasion d'y revenir. Ma question introductive portait sur quelque chose peut-être de plus général, justement, avant cette période si particulière, dans le fonctionnement normal de nos institutions. Peut-on qualifier ces institutions, d'après vous, de démocratiques ou vaut-il mieux parler de gouvernement représentatif ? En toute rigueur, il vaudrait mieux parler de gouvernement représentatif. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le gouvernement représentatif désigne ou peut être repéré à un certain nombre de traits observables, concrets, qui ne font pas intervenir des idéaux ou des principes dont on ne peut pas déterminer, on ne peut pas bien déterminer s'ils sont respectés ou pas. Donc, c'est le souci de l'identification concrète
et du repérage par les institutions. C'est ça qui pousse à parler de gouvernement représentatif. Dans ce livre, dans les principes du gouvernement représentatif, il y a des pages nombreuses et passionnantes qui sont consacrées à l'élection. Et vous montrez que, pour vous, l'élection est un processus qui permet de désigner des gouvernants, qui est à la fois démocratique et, dites-vous, aristocratique. L'élection aurait cette double nature, par certains aspects démocratiques, par d'autres aristocratiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? L'idée est simple. L'idée est que les élections ou le mécanisme électif sélectionne des personnalités distinguées ou des personnalités saillantes qui ne sont pas comme tout le monde ou comme les autres, parce que pour des raisons cognitives, il faut avoir un certain relief, c'est comme des objets que l'on distingue par rapport à leur fond. Pour être élu, il faut avoir du relief d'une manière positivement évaluée par les électeurs. En fait, c'est une idée très élégante que vous posez là, c'est-à-dire que par définition, élire, c'est sélectionner parmi un ensemble d'individus, sélectionner ceux qui se distinguent, et ils se distinguent par certains traits valorisés à un moment donné. Aujourd'hui, à notre époque, dans le système institutionnel qui est le nôtre, quels sont les traits chez les individus qui sont valorisés, qui leur permettent d'être plus facilement élus ou d'être élus ? Ça, c'est une question compliquée parce que les candidats aux élections et de manière générale, ceux qui réussissent, n'ont pas très bonne image globalement dans les temps dans nos temps. Et donc, on pourrait dire que se faire élire, c'est être le moins mal aimé. Y a-t-il des traits qui soient particulièrement valorisés ? Parce que la grande idée de votre livre, enfin l'une des grandes idées de votre livre, c'est de dire que, au fond, l'élection a ceci d'extrêmement démocratique qu'elle laisse à tous les individus la même chance d'élire les dirigeants. Et vous attirez notre attention sur le caractère absolu de cette égalité, le fait que dans un isoloir, nous soyons tous absolument égaux. Et d'ailleurs, peut-être pourrait-on y réfléchir et se demander si ce n'est pas le seul moment de l'existence où tous nous avons exactement le même pouvoir, où tous nous avons exactement la même puissance d'agir. Dans un isoloir, que l'on soit puissant ou faible, riche ou pauvre, grand ou petit, beau ou laid, nous avons tous exactement la même puissance d'agir. Donc vous attirez notre attention sur ce caractère de l'élection. Et vous attirez également notre attention sur le fait que si l'élection donne à chacun les mêmes chances de désigner les dirigeants, elle ne donne pas à chacun les mêmes chances d'être élu. C'est bien ça, j'ai bien compris votre idée. Oui, l'idée est tout à fait celle-là. Et vous avez raison de souligner que dans le livre, dans ce que je pensais, ce que je pense toujours d'ailleurs, la dimension égalitaire de l'élection est non moins importante et non moins décisive que son versant ou que cette dimension inégalitaire ou distinctive ou distinguée dont nous parlions précédemment. Ça, c'est certainement vrai. Et si on dépasse le cadre du livre, d'un point de vue, alors cette fois-ci plus normatif ou plus philosophique, le fait qu'il y ait cet élément d'égalité est un point fondamental. Ça ne justifie peut-être pas qu'on utilise le terme de démocratie parce que ça emmène une série de complications et surtout de disputes inutiles. Vous m'interrogez un peu plus tôt sur la raison pour laquelle est-ce qu'on pouvait parler de démocratie. Je voulais à la fois éviter des choses, enfin des caractéristiques que l'on ne peut pas bien identifier, ou en tout cas sur lesquelles il y a des incertitudes et des contestations, mais je voulais de manière générale éviter d'entrer dans des contestations sur ce mot. Bien sûr, la démocratie, c'est, comme on dit, d'un point de vue théorique, c'est un concept contesté. Là, la dimension égalitaire, c'est une dimension fondamentale, c'est même une dimension radicale, car la sélection d'individus qui se distinguent par des traits positivement valorisés, cette sélection est faite par tout un chacun,
par tous les électeurs. Et on pourrait dire d'ailleurs que l'élection ou la participation électorale a des aspects plus égalitaires que d'autres formes de participation politique. Même si, dans une sorte de géographie, on pourrait inclure le droit de manifester ou les manifestations, ou l'action de participation à la vie collective, d'une certaine façon, c'est moins égalitaire parce que ces formes de participation politique sont plus consommatrices d'énergie, elles réclament plus d'engagement et l'élection elle-même, dans sa simplicité et son humilité, a quelque chose de fondamental. Je citerai ce mot lors du décompte des voix aux élections présidentielles américaines. Le secrétaire d'État de Géorgie disait les nombres ne mentent pas. Et il y a quelque chose, en refusant d'ailleurs de trouver des votes que l'ex-président Trump lui enjoignait de trouver. Et au fond, dans cette humilité, cette très simplicité, le chiffre, c'est pas des histoires. Voilà. Et il y a dans cette simplicité de l'objet quelque chose qui s'harmonise avec la simplicité de l'agent. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, Les principes du gouvernement représentatif, puis après on va avancer, on va parler de l'horizon de la démocratie, parce que je sais que c'est le sujet sur lequel vous travaillez surtout aujourd'hui. Mais ce livre, il a eu en quelque sorte deux vies. Une première vie à partir de 1995, où le livre est très vite repéré dans la sphère académique, il devient un classique au sein de la science politique, de la théorie politique. Il est beaucoup étudié par les étudiants. Je pense qu'à peu près tous les étudiants en sciences politiques qui nous écoutent ont lu votre livre, ou au moins des passages. Et puis il a une deuxième vie, peut-être un peu plus surprenante, un peu plus tardive, en tout cas en France, à partir du milieu des années 2000, où il va être alors parfois d'ailleurs davantage réutilisé que relu, mais en tout cas il va être réutilisé, réapproprié par des militants d'une démocratie radicale ou de ce qu'eux perçoivent comme une démocratie radicale et qui vont être marqués par un seul des aspects de votre livre, mais que vous développez, qui est l'idée que dans l'élection, il y a une dimension aristocratique. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Déjà, est-ce que ça vous a surpris de voir votre livre ressurgir dans le débat public au moment des Gilets jaunes, notamment en France? On a vu des mentions au principe du gouvernement représentatif et d'individus qui disaient regardez, Bernard Manin nous explique que notre régime est partiellement aristocratique et ça nous est insupportable. Est-ce que ça vous a surpris? Oui. La réponse, en un mot, oui, beaucoup. Mais je sais depuis longtemps que le fait d'écrire est une aventure et que l'auteur n'est pas le maître du sens qui est donné à ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Je ne le répudie en aucune manière et je le réécrirai de la même manière. Et je n'avais pas pensé qu'il pouvait être interprété de cette façon, mais de notre côté, en écrivant, j'avais accepté, d'ailleurs je n'écris pas beaucoup de façon générale, j'avais accepté que ceci soit l'objet d'interprétations que je ne contrôlais pas moi-même. Et je ne répudie pas cela maintenant. C'est-à-dire, au fond, mon livre était un objet, sa finalité la plus importante, c'était la diffusion d'un certain nombre d'idées, et ensuite, qu'il soit interprété de différentes manières, me paraît bien. Au fond, donc, de quelque façon, de manière réflexive, je ne désavoue pas ces interprétations que pourtant je n'avais absolument pas eu à l'esprit et avec lesquelles je ne serais pas d'accord maintenant, mais un certain nombre de choses. Il y a un autre élément que vous n'avez pas mentionné, mais qui va exactement dans le même sens, c'est la part que je donnais dans ce livre au tirage au sort. Absolument. Et je crois, alors là, je dois me corriger, parce que je pense que j'ai écrit, on pourrait retrouver la page, c'est un peu amusant, mais que le tirage au sort était disparu pour jamais. Et là, sur ce point, cette phrase devrait être corrigée. Je ne pensais pas qu'il aurait le destin
que les 20 dernières ou les 30 dernières années lui ont apporté. Donc là, je me suis trompé. Non, il n'était pas mort pour jamais. On aura peut-être l'occasion de reparler du tirage au sort. Effectivement, c'est les 200 premières pages de votre livre. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui a fait qu'il a été aussi marquant pour plein de gens qui ont découvert tout d'un coup que cette idée qui paraît saugrenue, tirer au sort nos dirigeants, en fait, elle a été, au cours de l'histoire, plus qu'une expérience, elle a été une pratique, sinon normale, du moins régulière, et notamment à Athènes, là où tout cela a commencé. Je voulais revenir un bref instant sur ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et le fait que tout d'un coup, dans un monceau de revendications, notamment le référendum d'initiative citoyenne, on a vu le mention à votre livre revenir. Et mon impression, vous allez me dire si vous la partagez, mon impression c'est que le caractère aristocratique de notre régime politique, longtemps n'a pas été perçu, et ces dernières années, je ne sais pas le dater, ces dernières années, non seulement a été de mieux en mieux perçu, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un caractère aristocratique dans ce que l'on nomme démocratie, et ce caractère, pour une partie des citoyens, leur est devenu insupportable. Est-ce que vous partagez déjà ce diagnostic, ou est-ce que vous pensez que les choses sont plus compliquées? Et si vous le partagez, à votre avis, d'où ça vient? Comment ça se fait que tout d'un coup, cette idée que vous énoncez en 95 et qui en 95 finalement choque, bon, il y a eu un caractère aristocratique dans l'élection, soit, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, pour une partie de nos concitoyens, c'est devenu une idée insupportable? Je pense qu'en effet, les choses sont très compliquées. Je ne suis pas sûr d'avoir les idées claires sur cette constellation de concepts et ses évolutions. J'aurais tendance à penser que le caractère aristocratique de l'élection n'est pas le fin mot de l'hostilité dont est l'objet une partie du personnel politique. C'est un élément, mais ça n'est pas le fond des choses, me semble-t-il. Il y a beaucoup d'autres éléments, et essentiellement les actions et les politiques suivies. C'est-à-dire que, bien sûr, les caractères des personnes qui sont élues sont importants, mais ce qui est fait et ce qui résulte des actions est capital aussi. Au demeurant, dans mon livre, je ne négligeais pas cet aspect-là. Je ne ramenais pas tout au caractère aristocratique des élections. Le fait que les gouvernants aient des comptes à rendre, qu'ils puissent être démis à l'issue de la reddition des comptes, tout ceci, ce sont, et j'ajouterais d'ailleurs aussi, la possibilité de manifester leur mécontentement de manière libre. C'est une des choses qui n'a pas été très bien comprise dans mon livre, et pourtant à laquelle je tiens beaucoup. Je tiens beaucoup au fait que... Enfin, je tiens beaucoup, c'est pas parce que j'y tiens, mes inclinations subjectives ne comptent pas, je pense que c'est simplement vrai. Mais ce gouvernement est organisé de manière telle que, en dehors des élections, les gouvernés peuvent toujours manifester librement leur mécontentement jusqu'aux portes des instances de gouvernement. Et une interprétation du gouvernement représentatif considère que la représentation ou le caractère libre de ce gouvernement se résume à l'élection et qu'entre deux élections, les individus n'ont rien à faire. Ça n'est pas du tout ce que je disais. On pourrait regarder le poids que ces propos ont dans le livre. En tout cas, c'est très important. Et les Gilets jaunes, c'est une des formes de ces mécontentements que le gouvernement représentatif permet ou dont il laisse la possibilité, dont il ouvre la possibilité d'expression. Ce point, c'est un point très important que vous développez, le fait que dans une démocratie, il y a ce que vous appelez la liberté de l'opinion publique, le fait que le peuple doit pouvoir contester et pourquoi pas même chercher à s'opposer quand bien même il n'y parviendrait pas. C'est ce que Pierre Rosanvallon appelle, lui, le pouvoir de veto et le fait de chercher à s'opposer quand bien même on n'y parviendrait pas aux décisions qui sont prises. De ce point de vue-là, quel regard vous portez sur la période actuelle, depuis la crise des Gilets jaunes,
En France et ailleurs, on pourrait évidemment parler de la Hongrie, on pourrait parler du Brésil, mais si on reste centré sur la France, le gouvernement d'Emmanuel Macron a cherché à faire voter, ils en ont été empêchés par le Conseil constitutionnel, ils ont cherché à faire voter une interdiction administrative de manifester. Le pouvoir pour l'État, par ses préfets, d'interdire administrativement des individus de manifester pour la suspicion qu'ils pourraient mettre du bazar. Le fait que la France ait été dénoncée par un grand nombre d'instances, Amnesty International, certaines instances européennes, certaines instances même de l'ONU, pour la brutalité de sa répression judiciaire, de sa répression policière. Quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce que pour vous, c'est une manière de répondre à des temps qui sont difficiles et à des mobilisations qui ont été dures dans la rue ? Ou est-ce que pour vous, il y a un glissement vers ce que je crois vous appelez vous-même une érosion de la démocratie ? C'est une question à multiples dimensions. Mais le point de départ, c'est de toute façon que la manifestation, le fait que c'est le Conseil constitutionnel ou peut-être le Conseil d'État, le Conseil d'État a commencé par mettre le gouvernement en garde sur l'idée que soumettre les manifestations à une autorisation administrative était disproportionné. D'ailleurs, je me souviens de l'expression excessive. Ce qui ramène au fait que dans des temps difficiles ou dans des temps de crise, où des objectifs conflictuels, où on conflit les uns avec les autres, sont présents, il y a une nécessité pour un gouvernement démocratique et libéral de trouver des façons de concilier ces différents objectifs. Mais le point est que dans l'opération qui consiste à limiter les actions des gouvernants, on peut dire que dans le cadre de la France, cette limitation a joué. Elle n'a pas joué partout et dans tous les cas. Donc on peut aussi contester, on peut considérer que certaines mesures ou certaines dispositions restrictives des libertés auraient dû être empêchées et qu'elles ne l'ont pas été. Mais ça fait partie de l'incertitude de ces choses. Ça n'est pas inscrit dans une science unique ou dans un algorithme ou une équation. Il y a le jugement. Et le jugement de ces instances qui censurent le gouvernement, je pense au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, le jugement de ces instances est faillible, bien entendu. Alors, on en vient au livre que vous co-dirigez avec Loïc Blondiot aux presses de Sciences Po, Le tournant délibératif de la démocratie, avec ce mot de délibération. Qui est au cœur de la science politique et de la théorie politique depuis maintenant une quinzaine d'années, on va dire, et qui cohabite avec un autre concept dont nos téléspectateurs sont peut-être plus familiers, qui est celui de démocratie participative. Et ensemble, ça dessine cette constellation qu'on pourrait appeler l'horizon ou les horizons de la démocratie. D'abord, pour vous, quelle est la différence, s'il y en a une, entre une démocratie délibérative et une démocratie participative, ou du moins entre les deux concepts de délibération et de participation? Oui, ces deux concepts sont souvent confondus ou rapprochés, et je pense que quelque chose est perdu par la confusion. Dans le cadre de la démocratie participative, on peut dire que la question est qui a voix au chapitre. Et le principe normatif est quiconque est volontaire ou veut avoir voix au chapitre, là. D'ailleurs, ça débouche aussi sur une modalité concrète. J'aime beaucoup les institutions concrètes. Une institution qui est que dans la démocratie participative, ceux qui sont là sont des volontaires. Dans la démocratie délibérative, la question n'est pas qui a la parole. La question est comment les participants se forment leur volonté.
l'idée de la démocratie délibérative, c'est que les volontés qui politiquement sont majeures ou sont essentielles sont des volontés qui ont dû se former dans des conditions favorables. Et c'est ça qu'assure la délibération. C'est que les participants n'ont pas la possibilité de participer s'ils sont volontaires, mais qu'une fois qu'ils participent à ces instances, on est aménagé les conditions pour qu'ils se forment leur volonté par de la bonne information, une considération des arguments et des oppositions. C'est ça la différence entre les deux, même si dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de citoyens. Alors, en fait, c'est une idée qui nous réunit, je crois. C'est vrai que dans la littérature, dans une partie de la littérature de sciences politiques, les deux concepts cohabitent de manière parfois indéterminée. On voit même des publications qui emploient un terme ou l'autre en les alternant presque de manière indifférenciée. Et je vous rejoins dans l'idée qu'il y a deux concepts qui sont très forts et très différents l'un de l'autre. Cela dit, quand on plonge dans cette distinction, la question que je me pose, qui est une question que je vous soumets, c'est si cette distinction ne nous amène pas à la fin à une forme de situation absurde. Car la participation sans aucune délibération, au fond, ça n'est rien d'autre que la démocratie par sondage. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer une démocratie participative qui serait directe, où les citoyens prendraient toutes les décisions, qui leur seraient soumises par vote électronique sur leur téléphone ou leur ordinateur, et on aurait un processus de décision qui ne serait pas très différent de ce qu'enregistrent les sondages, c'est-à-dire les préjugés des citoyens. Je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Et à l'autre extrême, la délibération sans aucune participation, ce serait un régime dans lequel les citoyens pourraient délibérer, dans des arènes qui assureraient qu'ils aient une discussion raisonnée, raisonnable, où les arguments ont le temps de se confronter les uns et les autres, où ils ont le temps de forger leur jugement et non plus leurs préjugés, mais où ces délibérations n'irrigueraient en aucune manière la décision politique. Au fond, on aurait d'un côté une démocratie du sondage et de l'autre une démocratie du bavardage, où tout ce qu'auraient le droit de faire les citoyens, c'est de discuter entre eux, et les décisions seraient prises ailleurs. Est-ce que ça n'est pas dans l'alliance de la délibération et de la participation qu'on trouve un horizon souhaitable ? Oui, mais dans le cadre de la démocratie délibérative, en tout cas dans l'idéal délibératif, on cherche évidemment à ce que les citoyens participent à ces instances de consultation, à ces instances citoyennes. Bien entendu, il ne s'agit pas... On ne fait pas produire de la rationalité des volontés simplement en prenant de tout petits nombres de personnes et en les exposant aux données et aux informations sur un problème donné. Ça n'est pas... On cherche dans la délibération à ce que l'ensemble ou l'instance qui considère les arguments pour et contre les différentes solutions données, que cette instance soit représentative d'un ensemble. Et d'une part, et de notre côté, on vise aussi que l'avis de ces instances de consultation soit entendu. Soit entendu, le rôle qu'il doit finalement jouer est laissé ouvert. Et il y a des raisons de penser que ces instances ne sont pas les mieux employées lorsqu'elles ont un pouvoir de décision. Ça, en revanche, le fait que ces instances se fassent entendre et se fassent entendre de l'électorat plus large, c'est tout à fait essentiel dans cet idéal. Je trouve que l'idéal participatif est moins riche et moins complexe que l'idéal délibératif. Non pas, ils ont la différence que nous venons de dire, mais le fait que la participation n'aille pas de pair avec l'échange de raisons, l'échange de la discussion, font que l'idéal me paraît moins riche. Puisque nous parlons de ça, il y a un extrait que je voulais vous soumettre. Parce que le mot de délibération, qui était totalement absent du débat public, a fait un surgissement tout à fait inattendu juste après les Gilets jaunes, au moment du grand débat national.
Et tout d'un coup, Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs proclamé disciple de Jürgen Habermas à qui on doit en partie, en tout cas, ce concept de délibération, Emmanuel Macron nous explique qu'il va falloir faire de la délibération à travers le grand débat national, et nous en arrivons en avril 2019, le 25 avril, dans une grande conférence de presse que donne le président de la République française, où il fait le retour sur les revendications qui ont émergé pendant ce grand débat. Et regardez, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de cet extrait. C'est un extrait, ou plutôt 3 extraits de la conférence de presse. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative. D'abord, la question du vote obligatoire, qui est souvent revenue. Je ne retiendrai pas cette option. Ensuite, il y a la question du vote blanc. J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Alors on voit Emmanuel Macron qui, à 3 reprises, dit très explicitement « J'ai bien vu que dans les délibérations, il y avait une tendance, une direction pour demander telle réforme, institutionnelle en l'occurrence, mais je décide, parce que je suis élu, de ne pas la retenir. » Est-ce que vous, cette pratique de la délibération, c'est quelque chose qui vous choque, que vous déplorez, ou est-ce que pour vous, c'est absolument normal et naturel, et même souhaitable? On a un président de la République, c'est lui qui est élu, c'est à lui qu'il revient de prendre la décision, y compris si c'est pour ne pas suivre l'avis des citoyens. Je ne crois pas que la caractérisation du grand débat national comme une instance de délibération soit heureuse. On peut, c'est des questions de vocabulaire ou des questions sémantiques, il ne faut pas en abuser, mais globalement, ceci me paraissait plutôt relever d'une autre formule, de consultation. On pourrait dire, d'une autre manière, de cahier de doléances. Bon, ça, c'est lui donner une patine historique, et peut-être je n'y mets pas d'éléments négatifs. Mais en tout cas, on ne voyait pas dans ces instances de volonté qui se forment par la discussion. C'était simplement des expressions de volonté collective. Donc, le fait de rattacher ça à la délibération a plutôt pour effet de confondre les éléments, en tout cas n'aide pas à l'analyse. Maintenant, sur le second point de votre analyse, que le président de la République, ou plutôt que des élus conservent la décision finale sur ce qui concerne les politiques publiques, me paraît parfaitement légitime. Le côté personnalisé, qui est propre à Emmanuel Macron, enfin en tout cas dans l'extrait que vous présentiez, est de nature différente. Mais que la décision demeure aux instances élues ne me choque pas du tout. Ça n'est pas le problème. On revient à la question des voix qui se font entendre. Laissons de côté la question de la délibération. Concédons que le grand débat national n'était pas une instance de délibération, c'est une instance de consultation. Parfaitement d'accord avec vous. Voilà. Parfaitement. Il reste que c'était une forme appartenant pleinement à la logique du gouvernement représentatif, au sens où les gouvernés conservent la possibilité de s'exprimer en dehors des élections. Mais on ne spécifie pas le poids ou l'importance que ces vœux ou ces desiderata doivent avoir. Le poids qu'ils ont, c'est les instances élues qui le déterminent, et il doit en demeurer ainsi. La question que moi je me pose, et j'entends tous les arguments que vous déployez qui sont imparables quelque part, c'est-à-dire que nous vivons au sein d'un système représentatif dont tout le monde accepte les règles du jeu, ou du moins dont les règles du jeu s'imposent à tout le monde, qu'on les accepte ou non. La question que je me pose moi, c'est quand on voit le grand débat national qu'on présente, et je vous rejoins parfaitement, qu'on présente comme une délibération, elle n'avait de délibération que le nom, et je trouve que le mot de consultation lui va finalement beaucoup mieux. Mais quand on voit que le grand débat national n'a, in fine, quasiment aucune traduction législative, quasiment aucune. Quand on voit que là, aujourd'hui, on a la Convention citoyenne pour le climat, qui, elle, se rapproche déjà beaucoup plus d'une véritable instance de délibération, avec 150 citoyens qui ont pu forger leur jugement par la confrontation pendant un temps long. Mais quand on voit qu'au terme des débats de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons les conventionnaires eux-mêmes
qui déplorent que aussi peu de leurs recommandations aient été retenues in extenso par la présidence de la République. Est-ce qu'à terme, le risque que l'on court, ça n'est pas de décourager finalement les citoyens de participer à ces expériences et de vider au fond l'idéal délibératif de toute possibilité d'être réalisé un jour simplement parce que les citoyens n'y croiront plus? Oui, mais il faut déterminer où demeure la capacité de décider et de trancher quand il y a plusieurs options et plusieurs avis. Ces instances délibératives ne sont pas conçues pour être des instances de décision. Mais il ne s'ensuit pas qu'elles n'aient pas d'importance. Au demeurant, sans doute, dans le cadre de la Convention citoyenne, on pourrait lui faire un certain nombre de reproches. On peut dire... certains, ou en tout cas, on peut faire on peut avoir des appréciations négatives. Son mandat était très large, il était beaucoup trop large. C'est un point que l'on pourrait souligner, ça. Mais demander à ces citoyens de déterminer ce que pourrait être la série de mesures réduisant de 40% les émissions de gaz à effet de serre avant 2030, c'était l'ensemble des politiques. C'est beaucoup trop vaste. Ces dispositifs ne peuvent pas fonctionner convenablement sur des questions aussi considérables. Il faut des objets spéciaux. On aurait pu, d'ailleurs, je le note, on aurait pu avoir une convention citoyenne sur la taxe carbone. Parce que ça, c'est un objet déterminé. Évidemment, c'était un objet extrêmement contentieux. C'était même la cause ou l'étincelle qui avait démarré le mouvement des Gilets jaunes. Mais en tout cas, on voit là le type de problème qui se prête à ce traitement. Et la raison pour laquelle les problèmes très vastes ne s'y prêtent pas, c'est que dans ces instances délibératives, les participants sont exposés à de la documentation, à des informations, ils sont formés. Un autre élément qui paraît n'avoir pas été si bien conçu, c'est que peu de liens ont été aménagés avec le public dans son ensemble. Ce petit microcosme s'est, à raisonner et à discuter en lui-même, mais en revanche, la diffusion des positions, des arguments avancés ne s'est pas bien faite. C'est un des problèmes de conception, alors que ces instances délibératives ne sont jamais mieux employées que lorsqu'elles contribuent à diffuser dans l'électorat d'ensemble, dans l'électorat général, des considérations, des arguments en faveur de certaines positions et des positions en faveur d'autres positions. Donc, il y a des raisons de ne pas en attendre de la décision. La décision reste celle de l'électorat. En revanche, l'électorat peut être plus ou moins formé, plus ou moins éclairé. Il s'agit d'éclairer. Et ces instances peuvent elles sont conçues pour y participer. Dans le cas de la Convention du climat, la conception n'était pas très bonne. J'en viens donc à cette question. Depuis tout à l'heure, nous soulignons la difficulté qu'il y a à trouver une forme institutionnelle qui permette un bon exercice de la délibération et de la participation. Et j'ai cette question simple, elle ressemble à quoi, pour vous, Bernard Manin, la démocratie idéale? Comment faire concrètement pour incarner dans nos institutions, dans notre régime politique, cet idéal participatif, le fait que ceux qui désirent participer à l'élaboration des décisions puissent le faire, et cet idéal délibératif, le fait que les décisions soient irriguées par une confrontation rigoureuse et raisonnée des arguments. À quoi ressemble notre horizon démocratique pour vous ? Je crois qu'on peut multiplier ou développer des instances de confrontation et de discussion des questions publiques. Je n'ai pas de contribution particulière au concept de démocratie. J'entends par démocratie ce que tout le monde entend par la démocratie, c'est-à-dire des citoyens qui décident collectivement des actions collectives, ou des actions publiques, pour ne pas entrer justement dans ces querelles sémantiques. Mais je pense qu'on peut accroître la quantité de communication et d'argumentation
concernant les problèmes publics. Nous le pouvons d'autant plus que l'évolution de nos sociétés va plutôt dans le sens de la fermeture des communications sur des communautés d'affinités, des communautés de semblables, et qui ont d'ailleurs évidemment leur mérite. Les associations de semblables donnent voix à des individus, à des personnes qui n'avaient pas voix autrement. Mais nous pouvons aller, il y a un potentiel de refermement ou de fermeture de groupes repliés sur eux-mêmes, homogènes à l'intérieur et ne communiquant pas à l'extérieur. Ça n'est pas simplement Internet, ou ce n'est pas seulement les réseaux sociaux qui y contribuent, ils y contribuent sans doute, mais la ségrégation résidentielle, qui est un phénomène absolument majeur et très lourd, y contribue tout autant. Donc ça n'est pas simplement Internet et les modes de communication ou les chaînes d'opinion plutôt que les chaînes généralistes. Donc, je dirais que s'il y a quelque chose à faire pour développer la démocratie, qui se trouve peut-être menacée ou en tout cas en danger de ce côté-là, c'est d'accroître ces possibilités d'argumentation sur les questions de décision publique. Alors, vous faites une remarque qui, pour moi, est capitale. C'est-à-dire que c'est devenu un cliché d'ailleurs par ailleurs non sans justification, mais c'est devenu un cliché de dénoncer les bulles de filtre qui existent sur Internet en général et sur les réseaux sociaux en particulier. Avec ce jeu des algorithmes qui fait qu'on finit par appartenir sans s'en rendre compte, et c'est ça le danger, sans souvent s'en rendre compte, on finit par appartenir effectivement à une communauté des semblables, comme vous l'appelez vous-même, où nous ne sommes plus exposés qu'à un seul type d'argument, ou du moins qu'à des arguments qui convergent tous vers la même direction. Et on y reviendra peut-être parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Mais vous soulignez le rôle de la ségrégation résidentielle. Et en réalité, c'est effectivement une question qui, elle, apparaît très peu, et on pourrait se la poser, on pourrait se demander si la première des bulles de filtre, ça n'est pas d'habiter, par exemple, dans les frontières du 7e arrondissement, ou, pour prendre un exemple au hasard, j'aurais pu en prendre d'autres, mais prenons celui-ci, où il est vrai que quand on ne sort pas des frontières de cet arrondissement, la vision qu'on a du monde, elle est naturellement biaisée et par le filtre qui est autour de nous. Pourquoi c'est un problème selon vous ? Je sais que vous avez beaucoup développé l'idée qui moi, m'a énormément marqué, de principe du contradictoire. Pourquoi c'est important selon vous, au contraire, d'être exposé à des arguments, ce que vous appelez pro et contra, pour et contre ? Pourquoi c'est important d'être exposé à des arguments qui ne vont pas tous dans le sens de ce que nous pensons déjà ? Pour de multiples raisons, mais j'en retiendrai deux. Parce que la première est une raison épistémique. C'est-à-dire, nous n'avons pas pensé à tout. Nos connaissances sont une fonction de notre histoire, d'une série de positions. Et en entendant les positions opposées, nous enrichissons la décision collective. À la vérité, c'est une très très vieille idée. C'est une idée aristotélicienne. Chacun apporte sa petite pierre de connaissance et par la mise en commun, on améliore la qualité épistémique de la décision. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une raison éthique. C'est-à-dire qu'en écoutant, en entendant une opinion autre que la sienne, on sait bien, on respecte l'opinion des autres, quand bien même, au total, ils devront vivre avec une décision qui ne leur convient pas. Mais on entend leur voix, on l'a entendu, tout le monde l'a entendu. Et non seulement ils ont eu la possibilité de s'exprimer, mais ils ont eu la possibilité de donner leur raison. De sorte que, lorsque la minorité politique est contrainte de vivre avec une décision collective dont elle ne voulait pas, elle a néanmoins
vu ou elle a entendu les raisons pour lesquelles la décision qui finalement a été prise l'a été. Et au fond, donc, là, au lieu de dire à la minorité, vous obéirez parce que vous êtes en plus petit nombre, les raisons de la décision ont été présentées. Donc, en ce sens, pour ces deux, il y a d'autres éléments. Un autre élément, une autre vertu du principe du contradictoire, c'est qu'il unifie les positions. Et justement, ce faisant, il répond à la propension à la fragmentation et à la segmentation du public. Parce que le fait de s'opposer, c'est une manière de se rapporter à, de ne pas ignorer. On pourrait dire qu'un destin très peu enviable est celui de l'ignorance mutuelle. Et l'ignorance mutuelle, on pense souvent que le problème central, c'est le conflit, mais bon, il y a des raisons aussi de penser, sans chercher à évaluer l'importance respective des deux choses, qu'il y a aussi un danger dans l'ignorance paisible et mutuelle. Et donc, le fait d'écouter les opinions d'autrui, les opinions opposées, unifie, crée du lien, on pourrait dire du lien social, en tout cas, unifie la société. C'est encore une vertu. Et puis, je parlais tout au début de cette réponse des vertus épistémiques de l'exposition à des contraires. Il faut ajouter quelque chose aussi qui est épistémique, qui est simplement la place de la critique. La place de la critique, ça améliore la qualité de savoir. C'est-à-dire, ça élimine les contradictions, on peut utiliser la critique pour éliminer les prémices mal établies, les consécutions fautives. Et ça n'est pas l'addition des petites pièces de savoir que chacun détient, mais l'exposition à la critique, ça améliore la quantité du savoir social. Alors là, le sujet que vous évoquez, c'est un sujet que je connais un petit peu et qui m'est très cher, puisqu'au fond, c'est celui de la rhétorique. Au fond, quand vous disiez tout à l'heure que les citoyens doivent pouvoir présenter leurs raisons et être entendus par ceux qui ne pensent pas comme eux, présenter ses raisons, faire valoir son point de vue, c'est être capable d'argumenter, c'est être capable de pratiquer la rhétorique. Là, vous disiez, l'apport du débat contradictoire, c'est qu'il permet d'identifier les prémices fautives ou insuffisantes. Identifier les prémices fautives ou insuffisantes, c'est être capable de pratiquer la rhétorique. Dans le premier cas, c'était plutôt comme producteur de discours, et dans le deuxième cas, plutôt comme décrypteur de discours. Et là, on rencontre, selon moi, une difficulté dont je me demande si elle n'a pas été insuffisamment identifiée par la théorie politique, qui est que la rhétorique est un savoir, et un pouvoir d'ailleurs, mais aussi un savoir très inégalement réparti au sein de la population. Et c'est une banalité que de le dire. Si vos parents sont l'un avocat et l'autre professeur de théorie politique à l'université, eh bien, à 8 ans, 10 ans, 12 ans, vous serez déjà un magnifique praticien de la rhétorique. Et si vos parents sont ouvriers, eh bien, il y a des chances que vous ayez un maniement du langage qui soit moins virtuose, un maniement de l'argumentation qui soit moins virtuose. C'est Pierre Bourdieu qui, l'un des premiers, l'a établi. On hérite de sa capacité à s'exprimer, à argumenter. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut penser une démocratie fonctionnelle sans penser l'enseignement et la transmission de la rhétorique ? Mais bien sûr, c'est un point fondamental, mais je dirais que c'est une des choses que les instances délibératives s'efforcent d'atteindre. C'est-à-dire, dans ces instances délibératives, il y en a plusieurs variétés. Et de toute façon, même si on pense à l'électorat d'ensemble, on fait en sorte que des modérateurs, des animateurs du débat distribuent la parole de manière telle qu'elle ne soit pas distribuée ou attribuée de façon inégalitaire ou en tout cas déterminée par les antécédents de ceux qui parlent. C'est un des éléments fondamentaux. J'ajouterais même que
Oui, c'est un élément fondamental, un élément constitutif. L'égalité dans ces instances, c'est une égalité instituée, planifiée délibérément et organisée. Donc, on n'attend pas simplement que les gens doués pour la parole publique viennent convaincre les autres. Ce qui donne un poids et une importance capitale à ce qu'on appelle ces mini-publics, en tout cas ces institutions délibératives. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que, au fond, dans notre discussion, ce qu'on identifie, c'est à quel point est-ce que ces instances de délibération, les conventions, les jurys citoyens, les sondages délibératifs, il y a plein de dispositifs différents qui ont été imaginés, permettent effectivement une délibération publique satisfaisante, dans laquelle chacun finit par pouvoir s'exprimer et chacun finit par être capable de discerner quelles sont les raisons convaincantes et quelles sont celles qui le sont moins. Est-ce qu'on peut penser une démocratie qui fonctionne en dehors de ces mini-publics ? Est-ce qu'on peut penser une délibération qui se répandrait dans la société sans avoir besoin d'instances spécialisées ? Non, des instances spécialisées, il en faut certainement, mais pas nécessairement celles-là. Il faut les multiplier. La manière, beaucoup de théoriciens ou de praticiens s'efforcent de mettre au point ou de découvrir des formes d'organisation qui étendent ces possibilités. Mais de toutes les façons, il y aura plusieurs instances et plusieurs éléments contribuant à la délibération d'ensemble. Une des conceptions les plus prometteuses de la délibération, c'est une délibération dispersée. C'est quelque chose dans laquelle des instances diverses n'occupent pas la même place dans la délibération. Vous ferez référence à vos propres travaux sur le Parlement. Le type de raisonnement ou de délibération que l'on voit dans une commission n'est pas la même chose que le type de délibération que l'on voit en séance plénière. Et encore, ça n'est pas la même chose selon que les séances sont ouvertes ou pas ouvertes. Bon, mais il n'empêche que si on les coordonne et si on les, dans un Parlement, si on les lie les unes aux autres, alors on peut accroître l'échelle de la délibération, tout en ayant des institutions composantes ou des unités composantes plus limitées. Je pense que c'est une des voies les plus prometteuses d'extension du public de la délibération. Et alors à ce titre, je suis évidemment parfaitement d'accord avec vous, et c'est l'idée d'un système délibératif avec une constellation de groupes qui discutent, liés entre eux par les arguments. Et moi, c'est une idée évidemment qui me convainc et que je trouve très belle. Et à ce titre, pour moi finalement, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais en tout cas moi, l'une des expériences qui m'a le plus intéressé et stimulé et de ces dernières années, c'est le moment des ronds-points au sein des Gilets jaunes. On a beaucoup parlé de la contestation, du mouvement social des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, on a parlé du grand débat national. Et je trouve qu'on n'a pas assez pris conscience de ce qui s'est passé sur les ronds-points, où on semble avoir vu, alors les travaux sont encore en train de se faire, ou du moins en train d'être publiés, mais on semble avoir vu, de manière dispersée sur tout le territoire, spontanée, s'organiser des lieux où les citoyens se rencontraient, discutaient, échangeaient leurs arguments, faisaient de l'éducation populaire, parfois se rendaient compte qu'ils étaient en désaccord les uns avec les autres et avaient cette confrontation du pour et du contre, et parfois se rendaient compte au contraire que ce qu'ils pensaient être des expériences individuelles, atomisées, était en fait largement partagé. Est-ce que c'est vers cela qu'il faut tendre, imaginer, alors je ne sais pas, on pourrait appeler ça quoi, des maisons du peuple, peut-être des agoras citoyennes, en tout cas des lieux institutionnalisés dans chaque quartier ou dans chaque commune où les citoyens pourraient se retrouver simplement pour débattre et discuter? Ça, c'est une possibilité. Je ne sais pas si les ronds-points sont un modèle de ce type de rencontre. Mais on peut avoir... par ailleurs, je serais très sensible à la question du pluralisme interne de ces instances. Si elles sont homogènes, leur contribution est limitée. Et à ce moment-là, il faut s'assurer qu'il y en a d'espèces diverses et de compositions et d'idéologies diverses. Bon, ça n'est pas nécessairement le cas. Mais
Le fait que on puisse, ou qu'il soit souhaitable de multiplier les instances de discussion et d'argumentation sur les problèmes de politique publique me paraît tout à fait fondamental. Ceci n'est pas contradictoire avec le fait, au contraire, que ce soit de simples citoyens, des citoyens qui précisément ne sont pas, a priori ou d'abord, formés, compétents ou très éclairés. Mais il s'agit précisément de produire cette amélioration épistémique dont nous parlions tout à l'heure. On pourrait ajouter d'ailleurs que dans la participation de ces citoyens ordinaires, il y a aussi un rejet de la professionnalisation politique. Et dans ces instances telles que nous en parlions un peu plus tôt, il me paraît important qu'un seul sujet un seul objet soit discuté. De sorte que sur une action particulière, on avance des arguments et on propose des idées sur la base des mérites propres de l'action et non pas en vue de considérations ou avec des considérations d'avancement de carrière ou d'appartenance à un spectre idéologique ou à une position idéologique. La décision ou les argumentations ne sont performantes et souhaitables qu'à la condition qu'elles soient focalisées sur un objet et laissent de côté les considérations de carrière ou les considérations de partisanes, pourrait-on dire. Alors, au fond, faire cohabiter ce dont on parlait dans la première partie de cet entretien, les instances représentatives, l'élection, avec des institutions qui permettent l'expression des citoyens ordinaires et la confrontation de leurs opinions, de leurs points de vue. C'est le défi, finalement, auquel est confrontée aujourd'hui la démocratie. C'est tout l'enjeu de ce que vous appelez le tournant délibératif de la démocratie. Et dans ce bel ouvrage collectif, eh bien, il y a déjà quelques pistes à explorer. Merci infiniment, Bernard Manin, d'être venu nous voir. C'est un grand plaisir et un grand honneur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de discuter. La théorie de la délibération fait elle-même l'objet de discussions. Merci beaucoup. Merci.